allons discuter de l'acceptation, la reconduction de la mission, ainsi que de sa planification qui se décline avec l'évaluation du risque d'audit, mais également l'établissement de notre seuil de signification. On est prêt à parler de l'évaluation des risques. À mon sens, l'évaluation des risques est l'étape la plus colossale et importante d'une mission d'audit d'état financier. Cette évaluation des risques, et je reviens sur une facette qu'on a déjà abordée, la bidirectionnalité des flèches indiquées dans le processus d'audit d'état financier, il est important de savoir que cette évaluation des risques, dès le jour où nous avons décidé qu'on procéderait à une offre de service pour une société requérant un audit de ses états financiers, on commence à procéder à notre évaluation des risques. Et donc, on comprend qu'une firme qui audite une société pour la première fois, le jour où cette firme a décidé qu'elle soumettrait une offre de service, elle a commencé son évaluation des risques. Mais une firme dont ça fait plusieurs années qu'elle procède alors à l'audit des états financiers de la société concernée, eh bien, ça fait des années que cette firme procède à une évaluation des risques à l'endroit de cette société. L'évaluation des risques est quelque chose qui est itératif et qui est continuellement en train de se matérialiser dans l'esprit des auditrices et des auditeurs. Et donc, bien qu'on présente le processus d'audit comme une production linéaire d'une étape qui suit une autre, il faut comprendre qu'il y a des éléments qui peuvent nous faire revenir en arrière. Parfois, on peut noter de nouveaux éléments qui nous amènent carrément à nous questionner sur le caractère adéquat d'avoir accepté la mission au point de départ. Rentrons dans le processus d'identification et d'évaluation des risques qui est abordé dans la NCA 315, qui se veut une norme canadienne d'audit particulièrement importante. Le processus d'identification et d'évaluation des risques par l'auditeur est itératif et dynamique. Il existe une relation d'interdépendance entre, d'une part, la compréhension de l'entité et de son environnement, du référentiel d'information financière applicable, ainsi que du système de contrôle interne que doit acquérir l'auditeur et d'autre part, les concepts qui sous-tendent les exigences d'identification et d'évaluation des risques d'anomalies significatives. Pour résumer et reprendre en termes plus simples ce qui vient d'être lu comme extrait de la norme, on nous indique que la compréhension de l'entité auditée est un élément essentiel pour pouvoir procéder à une bonne identification et évaluation des risques d'anomalies significatives. Et donc, on comprend que cette compréhension est tellement importante qu'on vient carrément encadrer par une norme la façon dont on doit l'acquérir. La compréhension de l'entité, de son environnement, de son référentiel comptable applicable, ainsi que de son contrôle interne. Cela est prévu dans les normes comme étant des procédures d'évaluation des risques. Lorsqu'on procède à ces procédures, on a habituellement en tête l'objectif d'aboutir à une évaluation des risques d'anomalies significatives aussi précisément que possible. Dans le contexte d'un examen où on vous soumet un énoncé portant sur une entreprise dont vous aurez à planifier une mission d'audit et notamment à évaluer certains des risques de cette mission d'audit, prenez pour acquis que ces procédures d'évaluation des risques, vous êtes en train de les réaliser à la lecture de l'énoncé qui vous est proposé. Ayant cela à l'esprit, on comprend que la réponse qu'on va écrire dans le contexte d'un examen où est-ce qu'on est en train de se faire évaluer sur l'audit d'état financier, ça va être les conclusions de vos risques d'anomalies significatives. Et ces conclusions vont normalement se décliner en deux grandes catégories, soit celles du risque inhérent et les conclusions du risque lié au contrôle. Pour chacune de ces catégories de risques, on va les décliner du général au plus précis, soit le risque inhérent pour les états financiers pris dans leur ensemble, le risque lié au contrôle pour les états financiers pris dans leur ensemble, mais aussi le risque inhérent et le risque lié au contrôle avec le lien établi aux assertions qui pourraient être en cause pour les risques identifiés. La NCA 315 est d'une importance telle que je vous invite ici à prendre note des paragraphes spécifiques qui nous permettent d'avoir les facettes sur lesquelles la norme nous prescrit d'acquérir une bonne compréhension afin d'être en mesure de discerner la présence de risques d'anomalies significatives dans le jeu d'état financier qui fait l'objet de notre mission. Je ne vais pas les reprendre en détail, mais plutôt insister sur l'importance d'aller en prendre connaissance. Dans le contexte de vos examens et de vos évaluations, souvent, vous aurez accès à la norme. Vous aurez accès au manuel des normes professionnelles de comptabilité et de certification. Ceci étant dit, sachez que dans les paragraphes proposés, vous trouvez les éléments de réponse les plus pertinents lorsque vient le temps d'évaluer les risques d'anomalies significatives. Et donc, je vous invite et je vous réitère l'importance de prendre connaissance de ces facettes normatives qui vous sont proposées.
de façon très succincte, je vous propose, au niveau du risque inhérent, et ce ne sont que des exemples, on va parler de l'entité et de son environnement. Pardon. On va parler de la structure de l'entité, sa structure organisationnelle, mais également sa structure de propriété et la gouvernance qui est mise en place au sein de cette entité. On va parler ici du fait qu'il puisse y avoir des structures géographiquement complexes pour cette entité, ce qui peut faire en sorte d'accroître le risque inhérent lorsque vient le temps d'avoir un confort sur les informations contenues dans ces états financiers. Il peut y avoir des facteurs sectoriels ou réglementaires spécifiques au contexte de cette entité qui font en sorte d'exacerber le risque inhérent se rattachant aux informations contenues dans les états financiers. La mesure d'évaluation de la performance. Est-ce que des bonus sont prévus sur la performance à l'état des résultats pour les dirigeants de l'entreprise? Vous voyez tout de suite allumer la lumière rouge de la vulnérabilité aux fraudes et aux partis pris par la direction. Est-ce que certains employés sont rémunérés sur certains autres indicateurs et donc il pourrait y avoir d'autres types de vulnérabilité de ce genre? Mais quant à la mesure d'évaluation de la performance, est-ce que des utilisateurs externes ont l'œil braqué sur certains indicateurs de la performance de l'entité? Est-ce que le renouvellement du financement à la banque peut avoir des aspects spécifiques qui sont recherchés dans la structure financière au bilan ou encore dans la performance à l'état des résultats? Par ailleurs, le référentiel d'information financière. Est-ce que les méthodes comptables prévues pour la présentation, pour la comptabilisation, pour l'évaluation des éléments contenus dans les états financiers sont particulièrement complexes? Est-ce qu'ils font l'objet de grandes subjectivités à l'égard de certaines analyses qui doivent être faites? Changement dans le référentiel. Est-ce qu'on change l'application d'une norme? Est-ce qu'on change carrément la norme qu'on emploie? Est-ce qu'on change le référentiel? Est-ce que les informations qu'on fournit sont adéquates et sont faciles à évoquer dans nos états financiers? Tous ces éléments peuvent relever du risque inhérent. Et donc, je vous mets dans l'encadré au bas de ces exemples, complexité, subjectivité, incertitude, changement et vulnérabilité aux fraudes et aux partis pris. Chacun de ces termes que je viens tout juste d'évoquer, combiné à l'un ou l'autre des exemples précédemment discutés pour le risque inhérent, vous permettent d'avoir l'œil et puis l'élément de réponse très bien aiguisé pour trouver dans l'énoncé les éléments qui permettent de compléter un élément de réponse parfait pour l'identification de vos risques d'anomalies significatives dans la rubrique du risque inhérent. Par ailleurs, au niveau du risque lié au contrôle, on parle là du contrôle interne avec les différentes composantes qui y sont prévues. Je vous en donne quelques exemples. L'environnement de contrôle, la structure de gouvernance, la qualité de la direction mise en place, la préconisation de bonnes compétences dans la manière d'embaucher nos ressources au sein de notre équipe. Tous ces éléments découlent de l'environnement de contrôle et viennent alors affecter à la hausse ou à la baisse le risque lié au contrôle qu'on est en train d'évaluer. Le processus d'évaluation des risques, est-ce qu'il y a des changements importants qui ont eu lieu lors du dernier exercice de l'entité faisant l'objet de notre audit et qui ne semblent pas avoir été tenus en compte adéquatement en ce qui concerne l'évaluation des risques dans cette organisation? Est-ce que les systèmes d'information sont nouveaux ou sont particulièrement complexes ou encore font l'objet d'une très grande automatisation qui peut complexifier parfois la manière d'obtenir les éléments probants qui en découlent? Et s'il y a des faiblesses autour de leur paramétrage, le risque lié au contrôle peut se trouver à être accru, augmenté alors au niveau de nos états financiers pris dans leur ensemble et possiblement spécifique à certaines assertions. Les activités de contrôle, parlons de la séparation des fonctions ou encore les activités de contrôle généraux, les contrôles généraux informatiques, lorsqu'on parle d'accès, d'authentification, de changement de mot de passe, lorsqu'on parle de départ au sein de l'équipe, est-ce qu'on révoque les accès au système avec célérité? Quand on parle d'activités de contrôle, il peut y avoir des activités de contrôle informatique, il peut y avoir des activités de contrôle manuel. Toutes ces facettes peuvent être pertinentes pour offrir une discussion intelligible sur l'appréciation du risque lié au contrôle. On a besoin de procéder à ces évaluations du risque inhérent et du risque lié au contrôle pour les états financiers pris dans leur ensemble. Et notez bien, souvent, on va répéter ces éléments identifiés en tant que risque inhérent ou risque lié au contrôle pour les états financiers pris dans leur ensemble pour venir les préciser et les rattacher à une assertion. Les assertions sont évoquées dans la NCA 315, dans les modalités d'application. Vous pourrez aller voir leur définition propre, mais il est particulièrement important de bien les cerner pour pouvoir bien cibler les risques dont il est question dans les énoncés qui vous sont soumis en contexte d'examen. On reviendra sur les détails de ces assertions lors de discussions ultérieures. C'est tout pour l'évaluation des risques. À bientôt!